Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons passer en revue les 4 dernières séries de playoffs, 2 à l'Est, 2 à l'Ouest. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue sans tarder. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, ça y est, on a toutes les équipes, on a toutes les confrontations de ces playoffs. Le play-in, on peut dire que ça a encore été une réussite. On va en parler tout de suite, toi et moi. Petit clin d'œil toutefois, parce que je me suis délecté devant un article de John Hollinger de The Athletic, et je voulais juste rappeler à nos auditeurs que si votre équipe préférée n'est pas dans le top 3 de sa conférence, avec au moins 52 victoires et un différentiel de points d'au moins plus 3, vous avez quasiment aucune chance de remporter le titre. Je suis désolé de vous l'annoncer. Je dis ça en sachant très bien que dans l'histoire récente, nous avons eu le Heat de Miami sorti du play-in en 2023, qui a marché sur la conférence Est avant de s'incliner en finale contre les Nuggets. Les Pacers étaient 4e l'an passé et étaient peut-être à un tendon d'Achille de Tyrese Haliburton de réussir l'exploit de s'imposer face au Thunder. OKC a démontré par ailleurs que l'âge n'est qu'un chiffre, puisqu'ils sont devenus la saison passée la plus jeune équipe depuis les Blazers de 1977 avec Bill Walton à atteindre les finales NBA et à remporter le titre NBA. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil qu'il faut rappeler, je trouve, à chaque fois qu'on commence des playoffs, parce que voilà, on aime bien, tu sais, les challengers qui font un beau parcours et tout ça. Il y a toujours ça et on a envie de ça, on a besoin de ça, c'est cool quand ça arrive. Mais il y a aussi la froide réalité de la NBA, Charlie, dans cette histoire. Ouais, mais ce que tu viens de dire rappelle encore à quel point l'année dernière on est passé à deux doigts, enfin un tendon d'Achille pour le coup, d'un possible titre qui aurait été absolument historique, qui aurait été absolument phénoménal. Le parcours des Pacers de la saison dernière a été absolument hors norme, et j'ai vraiment hâte de voir cette campagne de playoff pour voir s'il y a une équipe qui est capable, là aussi, de défier complètement les pronostics, même si c'est vrai que c'est toujours difficile à anticiper. Ouais, complètement, ouais. Et l'amuse-bouche qu'aura été le play-in a encore une fois fonctionné à merveille. Je trouve que ça donne toujours un premier aperçu de ce qui nous attend pour les playoffs, notamment en termes d'arbitrage, d'engagement physique et tout ça. On s'est bien rendu compte dans ce qui s'est passé dans le play-in que c'est ça qu'on veut voir, c'est le basket qu'on aime et c'est ce qu'on va retrouver pendant les playoffs. Ça change pas mal d'ailleurs, c'est ce qu'on réalise à chaque année, c'est que entre le basket qui est pratiqué dans la saison régulière, l'arbitrage tel qu'il est pratiqué dans la saison régulière, je dirais pas rien à voir, mais il y a quand même des grosses différences entre ce qu'on voit pendant les playoffs et il y a des équipes qui en ont fait les frais. Je voudrais commencer par la rencontre entre les Hornets et le Magic. Les Hornets ont été sortis par Orlando. Ils étaient déjà à 2 doigts de se faire sortir par Miami. Bam Adebayo n'a pas pu disputer l'intégralité de la rencontre avec ce geste totalement incompréhensible de Lamelo Ball. Enfin, incompréhensible, il l'avait déjà fait par le passé. Surtout. Et oui, c'est totalement minable, c'est surtout excessivement dangereux. Et Bam Adebayo aurait pu se blesser. Et je suis totalement d'accord avec les propos de Spoelstra. Il aurait dû au moins avoir une expulsion. L'explication des arbitres qui disaient oui, mais l'action n'était plus, on n'avait plus la possibilité de revoir l'action et de pouvoir juger s'il fallait ou non sortir Lamelo Ball. Ouais, ok, pourquoi pas, mais bon, ça reste un truc extrêmement dangereux. Et puis là, ils se sont fait rouler dessus par le Magic d'Orlando. Magic qui s'est enfin réveillé. Pour qui, pourquoi, on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera des Pistons. Mais voilà, ça a été une succession de pertes de ballons, un engagement physique que les Hornets n'ont pas du tout su encaisser. Lamelo Ball a eu des problèmes de faute. Très très vite, il y a une énorme frustration qui s'est installée du côté de Charlotte. Ils étaient à moins 24 avec 9 minutes à jouer dans le deuxième quart-temps. Concanopel est passé complètement à côté de ce play-in, que ce soit contre Miami ou contre le Magic. Je me demande à quel point ça va avoir. Peut-être que les votes ont déjà eu lieu sur le rookie de l'année, mais en tout cas, si tu découvres Concanopel dans ces 2 matchs de play-in, t'es en droit de te dire, mais attendez, c'est ça qu'on nous vend comme un joueur absolument extraordinaire qui va prendre le titre de rookie de l'année à Cooper Flag. Voilà, Brandon Miller a été le seul à surnager offensivement, avec peut-être Miles Bridges également en première mi-temps. Puis après, ça a été de façon
Très vite, Charles Lee a mis des remplaçants et puis il n'y avait plus rien à tirer de tout ça. Puis Orlando, voilà, victoire surprenante et en même temps, enfin, ça a cliqué. On voit un petit peu ce que cette équipe est capable de faire quand tout le monde est là et que le collectif prend forme. Mais j'ai aucun espoir que ça puisse se passer correctement en playoff. Encore une fois, ça, on va en parler tout à l'heure quand on va parler de la confrontation avec Détroit. Écoute, ouais, bah, bon, moi, le play-in, je reste, je trouve toujours que le format sur un match est pas, enfin, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup, moi, j'avoue, tu vois, je pense que si j'étais fan du 8, je serais incroyablement frustré par la manière avec laquelle la saison s'est terminée, parce qu'il y a cette erreur d'arbitrage, qu'on le veuille ou non, c'est une erreur d'arbitrage. La Melo Ball aurait dû être sanctionnée, qui vient entacher ce match-là, parce que ça se joue à rien et finalement ta saison elle se termine en un claquement de doigts et vraiment le format un match pour moi c'est pas la NBA quoi, genre je comprends pas pourquoi le play-in se décide sur un match alors que les séries de playoffs elles sont bien plus conséquentes. Bon bref, ça c'est une C'est parenthèse. parce qu'auparavant, il n'y avait pas, Oui, je sais bien de mais bon. baston pour se qualifier sur les 2 dernières places. C'est ce qui avait été décidé aussi à l'époque, je me souviens, pour rendre la fin de saison un peu plus intéressante. C'est-à-dire que permettre à 10 équipes, enfin aux équipes qui étaient proches entre la 7e et la 10e place de batailler pour éventuellement se qualifier en playoff. C'était pour rendre la fin de saison plus intéressante. Il y avait l'idée aussi de limiter le tanking, des Oui, mais choses on en comme ça. revient toujours au même. En fait, c'est un peu le sujet dont on parle chaque année, tu vois. En fait, donner un seul match pour permettre à une équipe, bah tiens, par exemple, prenons Warriors Suns, il y a 8 victoires d'écart entre les deux. Au nom de quoi, en un match, les Warriors peuvent sortir les Suns, tu vois. Moi, ça, c'est un truc Ah, mais qui me complètement. dérange vraiment. Mais bon, écoute, voilà, passons là-dessus. Moi, je suis déçu pour Charlotte parce que sur la saison régulière, je trouve vraiment qu'à l'Est, c'était l'équipe qui méritait le plus de sortir du play-in, vu les progrès qu'ils ont fait tout au long de la saison. Maintenant, c'est clair qu'ils ont eu vraiment du mal. Bon, ils ont arraché le match face à Miami malgré non, avec un hit privé d'Adebayo, tu l'as dit, avec un très vilain geste de Lamelo Ball qui aurait mérité soit une exclusion, soit au moins une suspension a posteriori. Ken Uppel qui a vraiment eu du mal, il a été bien défendu, il a eu peu d'espace, il est à 1 sur 12 en cumulé sur les 2 matchs à 3 points. Ça va lui servir pour progresser, mais c'est aussi là qu'on voit à quel point une série de playoffs aurait été précieuse pour cette équipe. C'est peut-être trop tôt, c'est sûrement trop tôt, mais n'empêche que ça aurait été un sacré accélérateur pour la progression. Orlando, c'est voilà, hein, on va le dire encore et toujours, c'est l'équipe la plus frustrante de la saison, je pense, pour beaucoup de gens, en tout cas pour moi. Mais c'est clair que sur le papier, dans un bon soir, c'était l'équipe la mieux armée pour sortir du play-in, et c'est ce qui s'est passé. On a vu que cette équipe, quand elle veut bien, quand ça clique, quand ça défend comme ça défendait la saison dernière, bah elle est très au-dessus en fait. C'est une équipe. Avant le début de la régulière, on l'attendait plutôt dans le top 6, top 4. On Tout à s'attendait fait. pas à ce qu'elles doivent passer par le play-in. On verra s'ils arrivent à maintenir ce niveau défensif en playoff contre Détroit, on en parlera tout à l'heure, mais bon, j'avoue que je vais pas m'enthousiasmer plus que de raison vu la saison régulière qu'ils nous ont infligée. Oui, complètement. Je tiens quand même à souligner que je pense que Charlotte peut être fière de la saison Ah et ouais, de la fin de la deuxième partie de saison qu'ils ont réalisée. Je pense que là, tu as, t'as des fondations claires pour bâtir. Je pense que cette expérience doit leur permettre de poursuivre euh, sur ce qu'ils ont construit en fin de saison pour continuer à progresser, pour continuer à construire cette identité. Je pense que c'est une des choses les plus compliquées pour les jeunes équipes, c'est identifier ton style de jeu, ton identité de jeu, qui tu es dans cette ligue, comment tu te démarques des autres. Et je pense que là, ils ont mis le cap dans une bonne direction. La Melo Ball doit être plus mature, clairement. Concanapple, j'espère qu'il va apprendre de ces 2 matchs de play-in qu'il a disputés. bah, l'avantage a priori c'est quand même un joueur qui est très intelligent. Enfin en tout cas c'est Oui, quand même quelque chose qui est beaucoup revenu de la part des observateurs et des gens qui ont côtoyé cette équipe. Giannis aussi en a parlé. C'est un rookie qui est très intelligent, très mature. Il faut absolument qu'il tire les conséquences de ce qui s'est passé et qu'il en dresse des axes de progression. et on a bien vu, et c'était la crainte. Il me semble que dans l'épisode précédent, on avait souligné le fait, moi j'avais donné, je crois que Miami, je les voyais gagner contre Ouais. Charlotte, justement par rapport à la domination physique, où il me semblait bien que Charlotte allait lutter physiquement. Et voilà, et maintenant aujourd'hui, c'est comment Charlotte peut continuer à construire là-dessus
et combler ce qu'il faut combler. C'est-à-dire devenir une équipe de play-off capable d'encaisser physiquement le choc. Et là, ils ont complètement plié face à la pression d'Orlando, quoi. C'était terrifiant. Tout à fait. L'autre match, c'était les Suns contre les Warriors. C'était un match sympathique, ma foi, même si je pense qu'aucune des deux équipes sont en mesure de poser un quelconque danger face à OKC. On va en parler tout à l'heure quand on va parler de la confrontation entre les Suns et le Thunder. Steph Curry a eu son moment face aux Clippers. Il nous a offert son moment, Steph Curry. Draymond Green aussi a eu son heure de gloire en défendant magistralement face à Kawhi Leonard en fin de rencontre. Enfin, sur toute la durée de la partie d'ailleurs. Voilà, après les Warriors, on connaît leurs défauts. Ça perd des ballons dans tous les sens, ça bouge pas. Et puis la force des Suns se trouve sur le périmètre. Jalen Green, Devin Booker, ça a bien fonctionné face à Golden State. Voilà. Donc je sais pas. On parlera des Suns tout à l'heure. Pour les Warriors, et ben voilà, on arrive à un carrefour. J'ai l'impression. Steve Kerr n'est pas prolongé. Il y a la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Stephen Curry, avec Porzingis, avec Draymond Green, avec Jimmy Butler. On en est là du côté des Warriors. Moi, je suis ressorti cette rencontre avec la quasi-certitude qu'aujourd'hui, Steph Curry ne peut plus être le moteur, le numéro 1 de ta franchise. Il a besoin d'avoir une aide sérieuse à ses côtés pour je sais pas quoi, mais s'il y a une quelconque volonté d'avoir une ambition la saison prochaine, il va falloir faire preuve Ça n'arrivera pas. Enfin, comment tu fais là dans j'en sais rien. Non, mais j'en sais rien du tout. Ça, de toute façon, on en parlera à l'intersaison. Mais sans ça, cette équipe, c'est terminé, quoi. C'est Ah oui, non mais c'est clair. Terminé. Oui, non mais ça, je suis bien d'accord. Effectivement, je pense que. Enfin, en fait, je vois pas aujourd'hui. Effectivement, on en reparlera à l'intersaison, mais je vois pas aujourd'hui comment les Warriors pourraient réussir à faire venir un nouveau numéro 1. Et je pense que c'est même pas leur volonté en fait. Moi, je pense qu'ils veulent. En renégociant les contrats, ils ont que 3 contrats là pour la saison prochaine pour l'instant. Oui, mais est-ce que là l'objectif des Warriors, c'est pas surtout, je sais pas, j'en sais rien du tout. Est-ce que c'est pas juste d'offrir une belle sortie à Steph Curry, tu vois, en lui laissant prendre les tirs qu'il veut prendre et s'amuser autant qu'il veut sur le parquet tant qu'il lui reste des années de contrat. Je sais pas, on verra. Bon. Un peu déçu de pas voir Kawhi en playoff, hein, moi c'est clair, hein, j'espérais un peu le voir, mais là encore, au mérite, Portland et Phoenix ont toute leur place en fait. Les deux équipes ont fait des superbes saisons, collectivement c'était sérieux, c'était cohérent. Bon voilà, Portland c'est sorti d'un match face aux Suns, notamment grâce à une très grosse perte d'Avdija, alors que Phoenix menait largement dans le 4e quart-temps. Et côté Phoenix, ça fait un peu plaisir de voir Jalen Green en bonne forme, parce que t'as parlé de sa perf contre les Warriors, mais même contre Portland, je crois qu'il fait un match à plus de 30 points. Je me demande même si les 2 matchs qu'il fait au play-in sont pas ses 2 meilleurs perfs au scoring cette saison, ce qui tomberait quand même bien pour Phoenix. Bon, voilà, est-ce que pour autant... ces 2 équipes-là peuvent espérer quoi que ce soit au premier tour des playoffs? Difficile de dire oui quand même. Ah oui, non, mais ça c'est. On va en parler tout à l'heure. Je suis désolé, moi je vais tomber sur certains joueurs dont tu viens de citer les noms. Et pas forcément méchamment, mais de façon, je pense, assez objective. Voilà. Jalen Green, on va en parler, mais il aura eu des bons moments effectivement dans ce parcours-là. Après voilà, ça reste une défaite face à Portland, une victoire face à des Warriors qui étaient quand même loin du compte, et ça aurait été miraculeux qu'ils s'en sortent face à Phoenix. Ouais, mais aujourd'hui, si Phoenix peut disputer une série de premier tour, c'est quand même beaucoup grâce à Jalen Green sur ce play-in. Enfin, en tout cas, complètement. Il a quand même très nettement mieux tenu son rôle qu'un mec comme Devin Booker, qui, moi, pour le coup, m'a un peu déçu sur ce play-in. Complètement. Et Jalen Green, je déteste lui tomber dessus de cette manière-là, parce que Jalen Green, au moment où il évoluait aux Rockets, on se souvient tous l'audio de Bastien qui participe à un chat audio avec les fans des Rockets et qui dit
on lui pose la question entre Jalen Green et Shai Gilgeous-Alexander, tu choisis qui? Et qu'il choisit Shai Gilgeous-Alexander et que tout le monde a l'air outré en disant, ah quoi, comment ça, Jalen Green, tu le considères pas comme potentiellement avec une meilleure carrière devant lui? Bah non, et Jalen Green nous a prouvé par A et plus B, par Mons et par Vaux, par toutes les manières possibles que c'est pas ce joueur-là. C'est pas du tout ce joueur-là. Il a une irrégularité qui est quand même aujourd'hui c'est un baiser mortel si ton équipe dépend de lui, quoi. Et cette équipe des Suns dépend de lui. Et c'est pas du tout souhaitable. Tu signes ton arrêt de mort à partir du moment où tu files ton avenir entre les mains de Jalen Green, quoi. Et je dis pas ça méchamment, c'est juste vrai, quoi. Voilà. Oui, je suis d'accord. Après, il a que 24 ans, tu vois, il a encore le temps d'évoluer. Ouais. C'est sûr que la comparaison avec Shai Gilgeous-Alexander, elle est terrible. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a quand Je même dis pas juste que beaucoup. ça a été un débat. Oui, oui, non, mais je sais bien. Je Je sais veux dire, je bien. veux pas. Il y a des gens qui probablement à l'heure d'aujourd'hui, quand tu écoutes ça, tu te dis attends, mais n'importe quoi. Mais si, il y a un moment, ça a été une question. Ça a été une vraie question quand les Rockets et les Thunder étaient en train de grandir ensemble et en train de bâtir les Rockets sur les cendres de James Harden et le Thunder après le transfert de Paul George aux Clippers. Voilà. Ouais, ouais, non, mais après, Ça a bah, été une vraie question. ce qui a aussi nourri le débat, c'est le fait que sa saison rookie était quand même plutôt performante, etc. Oui, Mais tout à fait. écoute, bon, c'est voilà, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le débat a existé. Maintenant, aujourd'hui, juger Jalen Green sous le prisme Shai Gilgeous-Alexander, c'est injuste en fait. Enfin, tu vois, il y a quasiment personne aujourd'hui en NBA qui Oui, mérite oui. d'être jugé sous ce prisme-là, quoi. On va parler de Jalen Green tout à l'heure. Je ne le juge pas sous ce prisme-là. Je parle juste de la place qui est la sienne aujourd'hui à Phoenix et de la dépendance des Suns dans sa production. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et comme Alors qu'il a très peu joué, hein. Il a joué une trentaine voilà. de matchs cette saison. Et c'était la même chose à l'époque des Rockets. Et c'est pour ça que les Rockets, je ne peux pas leur en vouloir de s'être débarrassé du projet de Jalen Green. Je le comprends Tout à tout à fait. fait. Ouais, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Je ne les jugerai jamais pour ça. Alors après, je dis ça aujourd'hui, on est en avril 2026. Ça se trouve, dans 3 ans, je passerai pour un tocard parce que Jalen Green sera devenu effectivement à 27 ans un joueur absolument majeur et il aura totalement fait un virage à 180 degrés sur son impact, quoi. Bah, on lui souhaite, mais effectivement, il y a du Tout à boulot. fait, Il y a exactement. du boulot. Tu as tout à fait raison. On lui souhaite. Je souhaite jamais le malheur des joueurs, qu'on soit bien d'accord. On va parler tout de suite de la première série, donc des 4 séries dont on doit faire la preview. Les Spurs face aux Blazers. C'est le baptême du feu pour Victor Wembanyama et une grande partie de l'effectif des Spurs dans ces playoffs. Hormis Harrison Barnes et Luke Cornett, aucun autre joueur n'a passé un premier tour de sa carrière, voire joué un match de phase finale. Idem pour le coach Mitch Johnson, qui va mener une équipe pour la première fois dans des playoffs NBA. On pensait que les Spurs auraient besoin d'une saison supplémentaire, voire 2, avant de vraiment devenir un contender. Bah non. Victor Wembanyama est à ce point formidable que l'équipe texane est déjà prête à renouer avec son glorieux passé. La première confrontation va se faire face aux Blazers de Portland, vainqueur des Suns de Phoenix dans le play-in. Là aussi, c'est un effectif majoritairement peu expérimenté qui se présente face aux Spurs, avec un coach, Thiago Splitter, lui aussi vierge de toute expérience en play-off en tant qu'entraîneur titulaire. Il a remporté le titre avec San Antonio en 2014. Rappelons-le, au passage. Si je pense que les Spurs ont clairement l'avantage contre Portland, je sens que cette série pourrait être plus disputée qu'on ne l'anticipe. Les Blazers possèdent des capacités défensives susceptibles de poser des problèmes à San Antonio et un joueur, en la personne de Donovan Clingan, capable de peser physiquement dans son duel face à Victor. J'ai vraiment hâte de voir ça. L'impact physique qui va être imposé à Victor Wembanyama et comment il va réagir à ça. C'est, je pense, un des points les plus décisifs le concernant et ce, dès l'entame face à ces Blazers. C'est pour ça que je ne suis pas mécontent que ce soit les Blazers au final contre les Spurs. Reste à voir également si Deni Avdija parviendra à attaquer le cercle comme il aime le faire avec... là, il aura Wembanyama en face. Il aura, en face, ouais. Il aura Stephen Castle dans les pattes avant même de pouvoir poser un orteil dans la raquette. Donc,
bonne chance à lui, mais ça va être intéressant de voir comment il va batailler pour aller chercher ses points. Si les Spurs sont assez disciplinés pour défendre sans faire trop de fautes et parviennent à fermer la raquette comme ils savent le faire, ça va rapidement devenir suffocant pour les Blazers, dont l'adresse extérieure n'a pas été une force cette saison. Face aux Spurs, réussir tes tirs ouverts, longue distance, c'est primordial si tu veux exister et probablement rester au contact. J'ai le sentiment que ce sera une série disputée, que les Blazers vont se battre fièrement, mais que ce sera probablement trop court pour contrer le talent qui irrigue cette équipe des Spurs. J'ai les Spurs en 5 matchs. Si Portland fait une... Je donne un match à Portland dans l'idée où ils arrivent à faire un match avec une grosse réussite derrière la ligne des 3 points. Voilà où j'en suis sur ce duel. Parce que Portland, mine de rien, en fin de saison et dans le play-in, ont montré qu'ils étaient capables d'avoir des coups de chaud. Ouais, et puis même sur la fin de saison, en fait, moi, c'est un élément que je vais regarder aussi de près du côté de Portland, l'adresse à 3 points, parce que sur la saison, c'est clairement une des pires équipes NBA en la matière, mais sur la fin de la régulière, ça s'était quand même nettement amélioré. Sur les 10 derniers matchs de la saison, ils shootent à quasiment 38% de moyenne. Ouais. Ils ont quelques mecs qui sont capables de scorer à 3 points. Si ces mecs-là trouvent de l'adresse, effectivement, c'est pas impossible de les imaginer prendre un match. En tout cas, si Portland veut peser dans cette série, il faut absolument qu'il y ait des mecs qui soient capables de rentrer dedans, de mettre dedans, pardon. Ensuite, c'est la première série de playoff de Wembanyama, et quand on voit le monstre que c'est déjà en régulière, on a évidemment hâte de voir ce que ça va donner. On est en train de parler d'un mec qui, pour sa 3e saison NBA, va gagner le défenseur de l'année, probablement podium MVP, il a emmené les Spurs à une 2e place complètement inattendue à l'Ouest. Enfin, c'est le début de carrière d'un mec qui va marquer l'histoire de la Ligue, sauf que pour marquer l'histoire de la Ligue, il faut dominer en playoff. Dominer en saison régulière, ça ne suffit pas. Et cette série, c'est la première étape pour Wembanyama. Donc ouais, ça va être un premier vrai test pour ces jeunes Spurs, pour Mitch Johnson, et j'avoue que j'espère qu'ils vont dérouler, parce que je pense que pour se mettre en confiance, c'est vraiment important, et je pense que la suite sera autrement plus conséquente que cette équipe de Portland, qui a des armes, qui peut rivaliser physiquement notamment, mais qui honnêtement, en théorie, devrait quand même pas poser trop de gros problèmes à San Antonio. Bon voilà, on sait bien quels sont les enjeux en play-off, et notamment pour 2 équipes avec ces caractéristiques-là. La bataille du rebond va être capitale. Aujourd'hui, San Antonio, c'est la meilleure équipe NBA au rebond défensif. Portland, c'est, je crois, la 2e ou 3e meilleure équipe NBA au rebond offensif. Et surtout, Portland, c'est une équipe qui mise beaucoup sur les points inscrits sur seconde chance. Donc, si les Spurs parviennent à s'imposer dans cette bataille-là, ça va être un très 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 gros problème pour Portland. La confrontation Wembanyama-Donovan Clingan, elle est passionnante. En plus, ce qui est d'autant plus passionnant, c'est qu'en fait, Wembanyama n'a pas encore joué contre Portland cette saison. C'est le premier affrontement entre les deux. Il était absent à chacune des confrontations qu'il y a eu entre San Antonio et Portland. Donc oui, moi j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je trouve que Donovan Clingan a fait des progrès hallucinants cette saison. Ouais. En plus de ses qualités au rebond, c'est un très bon protecteur de cercle. Offensivement, il a pris une ampleur vraiment assez impressionnante. Et ce mec-là, il est que dans sa 2e année. Les duels entre Clingan et Wembanyama, c'est peut-être un truc qu'on va vivre pendant 15 ans, là, et j'espère que ça sera une confrontation intéressante. Il a une vraie puissance, ça peut peser. Donc ouais, moi je rejoins ton pronostic. J'ai aussi les Spurs en 5. Ça me choquerait pas qu'ils laissent passer un match dans cette découverte des playoffs. Ça me choquerait pas. En fait, Wembanyama va scoltiner une défense très physique. Chaque seconde où il sera sur le parquet, il va jouer beaucoup plus de minutes que ce à quoi il a pu être habitué cette saison. Exactement. Et C'est donc en très fait, vrai ça. je serais pas choqué de voir un match où Portland est en réussite, tu vois, avec 1 ou 2 shooters en feu, où il commence à creuser un petit écart, et où Mitch Johnson se dit, bon bah vas-y, ok, je vais pas forcer un gros temps de jeu sur Wembanyama, on s'en fout de perdre un match, c'est pas grave, on est serein, on est confiant en nos qualités, je leur laisse ce match-là, et derrière ça déroule. Donc voilà, je pense que San Antonio a tout pour faire un sweep dans cette série, mais je serais pas choqué de voir Portland prendre un match. Et c'est mon prono, c'est 5. Ouais, complètement. C'est là où le recrutement, je sais pas si tu te souviens, mais en début de saison, on avait insisté sur le fait que le recrutement de Luke Cornett Ouais. côté Spurs était un des plus conséquents de toute la ligue. Et c'est cool parce que l'histoire nous a donné raison. Pour le coup, on s'est pas trop trompé sur ce sujet-là. Et c'est un vrai bonheur pour les Spurs d'avoir Luke Cornett sur le banc parce qu'il a cette expérience en plus.
Donc je pense que ça va peser. Et il y a plein d'inconnus côté Spurs. On ne sait pas comment Victor Wembanyama va entamer sa carrière en playoff. Est-ce qu'il va nous faire, comme on avait parlé l'autre jour là, des matchs marquants de la saison, est-ce qu'il va nous faire une entrée en playoff comme il nous a fait une entrée en saison régulière face à Dallas? C'est-à-dire où on va être tous là, mais c'est quoi cette espèce d'extraterrestre qui va nous enchaîner des points, des paniers, des contres dans tous les sens? Et on va se dire, mais c'est trop, trop, trop génial ce qui nous attend. Effectivement. Voilà, est-ce que ça va être plus compliqué qu'il n'y paraît? Est-ce que le côté physique va se révéler être un problème? Avec le risque de blessure aussi qui puisse y avoir, ce que je ne souhaite absolument pas le concernant. Non, mais ouais, ça reste une dimension quand même extrêmement importante, le côté physique, et surtout le concernant, parce que les Blazers, c'est clairement, il y a un moment, je pense que le dernier recours, ça va être ça, c'est on lui rentre dans le lard, et tant pis, on fait des fautes, mais il faut l'empêcher, quoi. Et je pense que c'est ça. T'as très bien souligné la bataille au rebond. Et puis, moi, ce qui me fait peur côté Portland, c'est le fait que le robinet de Niavdia, c'est-à-dire provoquer des fautes et jouer dans la raquette, face aux Spurs, ça va être excessivement plus compliqué de faire ça. On voit bien avec toutes les équipes qui jouent habituellement, qui sont efficaces dans le jeu en pénétration et tout ça, face aux Spurs, la présence de Wembanyama change absolument toute la géométrie du jeu. Oui, et je vois pas comment Portland va... Si tu les prives de rebonds offensifs et si tu les prives de l'apport vital du jeu offensif de Avdia et notamment sa faculté de provoquer des fautes, voilà. Après, Avdia, ça se trouve, il va mettre plusieurs joueurs en difficulté justement parce qu'il va les provoquer. Il va y avoir des problèmes de faute. Ça peut être aussi il aura moins de coups de sifflet qu'en saison régulière. Je pense. Logiquement, oui. Il est le deuxième plus gros volume de lancers francs tentés de la NBA. Ce gars-là, quand même. C'est pas rien. Ouais, non, mais bien sûr, il est à plus de 9 lancers tentés de moyenne, je crois. Non, mais c'est sûr. Et ça me semble assez évident qu'il aura moins de coups de sifflet en play-off. On sait très bien comment ça se passe. L'arbitrage play-off est quand même beaucoup moins permissif avec l'attaque. Complètement. Et côté Spurs, écoute, je vais parler un peu plus des Spurs parce que d'une, c'est une de mes équipes préférées cette saison, que j'ai le plus suivi cette saison et qui, je pense, a l'opportunité d'aller loin. Deux joueurs dont je vais vraiment suivre le parcours notamment c'est leur premier pas en playoff. Côté Spurs, ça va être Devin Vassell et Dylan Harper. Dylan Harper, on en a beaucoup parlé en début de saison. Parce que c'était le deuxième choix de la draft, parce qu'il a un jeu extrêmement sexy et que voilà. Après, c'était pas la plus grande adresse au tir et on se demandait est-ce qu'ils auraient pas mieux fait de prendre Concanapple et tout ça, qui est beaucoup plus adroit, qui correspond mieux probablement au jeu pratiqué côté Spurs avec Victor Wembanyama en termes de complémentarité, on va dire. Et Dylan Harper, depuis le All-Star Game, ses pourcentages de réussite au tir sont absolument exemplaires. Il est quasiment à 50% à 3 points. Il est à quasiment 60% au tir de champ. Et dans son jeu en pénétration, ça pour le coup, il a toujours été redoutable, mais il est quasiment au niveau de De'Aaron Fox. Je crois que De'Aaron Fox est 71% de pourcentage de réussite dans la raquette et Dylan Harper c'est 67%, sauf que Dylan Harper c'est un rookie. Donc ce mec-là, je pense, est une future superstar de la ligue. J'ai aucun doute sur le fait que Dylan Harper va devenir un moment un joueur où on va se dire qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Est-ce qu'il faut pas qu'il parte? Est-ce que j'en sais rien? Mais ça va devenir quelqu'un, ce mec. Et j'ai vraiment hâte de voir lui et Devin Vassell ce qu'ils vont donner côté Spurs, parce que je pense que leur capacité à exister et à être tout de suite dans le rythme des playoffs, s'ils arrivent à surmonter l'événement que ça va être et à répondre présent, cette équipe des Spurs peut vraiment, vraiment, vraiment être très, très enthousiaste par rapport à leur chance d'aller loin.
Oui, et puis effectivement, ça va leur en dire beaucoup, beaucoup pour l'avenir, parce que voilà, on sait Tout à bien, fait. je suis d'accord avec toi, Dylan Harper, il a un potentiel qui est assez fascinant. C'est pas le seul, hein. Moi, Stephen Castle, je pense Ah qu'à oui, bah ça, chaque match que je vois de ce mec-là, je suis un peu plus fan. ça c'est sûr. Et donc ouais, ça va être pour le front office cette campagne de playoff. Alors moi, je sais bien que je sais que beaucoup de gens se disent ces Spurs là, ils peuvent faire la surprise, ils peuvent aller jusqu'au titre. Pour moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que cette campagne de playoff, elle serve avant tout à à avoir des repères pour la suite, en fait, à savoir autour de qui construire, comment construire, quels sont les bons profils, etc. Et c'est sûr que pour moi, Stephen Castle et Dylan Harper, c'est des mecs et un gars comme Devin Vassell aussi, mais c'est sûr que c'est eux, en fait, l'avenir, c'est eux qu'il faut réussir à faire fonctionner avec Victor Wembanyama, Tout à euh, fait. beaucoup plus qu'un D'Aaron Fox pour moi, hein. Non, mais je suis d'accord avec Tu vois, toi. pour l'avenir, mais oui, c'est un truc sur lequel on s'est toujours dit que bah, Fox, c'était très bien pour faire progresser ce noyau, mais que le jour où il fallait construire un groupe pour aller au titre avec Wembanyama, bah, peut-être que des profils comme Harper ou Castle étaient plus cohérents. Donc ouais, on va voir Mais je comment crois que ça va se passer. Le contrat d'Harper est aligné sur celui de De'Aaron Fox, donc ils ont vraiment fait du bon boulot, les Spurs, je crois. Attends, laisse-moi vérifier ça. De'Aaron Fox, il va jusqu'en 2030 et Dylan Harper, faudra le re-signer. Il pourrait être prolongé en 2027-2028. Ça dépend comment ils gèrent le reste de leur salary cap, mais grosso modo, je vois pas comment ça va mal se passer côté Spurs. Pour l'instant, ils sont plutôt intelligents financièrement dans leur gestion de l'histoire. Mais Dylan Ouais, Harper a besoin de devenir ce joueur-là. Je pense que. ah, puis il y a quand même du monde à prolonger avant la fin du contrat de Fox, hein. Bon, Ouais, on est c'est un sujet dont on reparlera. on est d'accord, mais là aujourd'hui, Dylan Harper, ce premier pied dans le grand bain des playoffs va être extrêmement important. Ouais. Et si je suis fan des Spurs, je suis content que De'Aaron Fox soit à la baguette malgré tout. Oui, oui, aujourd'hui, on est bien d'accord. Oui, oui, je suis Si tu d'accord. veux avoir une quelconque ambition, faut avoir un meneur de jeu, un qui a de la bouteille, même s'il n'a qu'une série de playoffs qui remonte à 2023 dans les pattes. Voilà, ça reste quand même important, quoi. Euh, Autre petit clin d'œil avant de passer à autre chose, à moins que tu aies autre chose à dire, mais ça me fera toujours rire qu'on se retrouve dans cette confrontation avec le duel Scoot Anderson-Victor Wembanyama, où on se souvient tous de ce match qui avait été organisé avant l'arrivée dans la ligue de Victor, où tu avais comment s'appelait cette équipe, les Metropolitans de je sais plus quelle ville là, le française. Oh là là, j'ai déjà oublié le nom de la ville. Face à aux Ignites de Scoot Anderson. Et, euh, et voilà, et on présentait ces deux joueurs-là comme étant au coude à coude, ouais, machin et Oui, tout, oui, c'était le grand qui narratif. va avoir la meilleure carrière et tout. C'est quoi cette ville française? C'est pas possible. Euh, Mais Métropolitane, c'est pas une, enfin, c'est le Valois, mais Le Valois, c'est oui, juste c'est ça ça, que je c'est cherche. 92, c'est Métropolitane 92. Voilà, le Valois. C'est pas le nom de la ville qui est accolé à Métropolitane, c'est 92, c'est le département. Et voilà, donc on- la trajectoire de ces deux joueurs pourrait pas être plus contrastée aujourd'hui qu'elle ne l'est, quoi. Tout à fait. C'est assez ouf quand même quand ils pensent, quoi. Ouais. Totalement à l'opposé. Un dernier truc à dire concernant Spurs Blazers, Charlie? Écoute, pas vraiment, juste, voilà, moi je veux que cette série soit celle où on se dit, ok, le jeu des Spurs est transposable en playoff, le manque d'expérience de cette équipe sera pas un si grand frein, ils peuvent faire mal, ils Mm. peuvent être ambitieux, peut-être pas au point d'aller jusqu'au titre, mais au moins qu'on se dise, bon voilà, on est vraiment face à une équipe, à un vrai deuxième de conférence. J'ai un dernier truc à dire, tiens, je regarde mes notes et j'ai marqué un truc parce que j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps par rapport à ça. Et il y avait une phrase, c'était Doug Rivers qui était invité de Bill Simmons et qui a dit un truc extrêmement pertinent. Doug Rivers, d'ailleurs, qui prend sa retraite, Charlie. Yes! Yes! Euh, Doug Rivers qui disait que l'important pour les Spurs, ça va être de déterminer, enfin, est-ce qu'ils sont capables de scorer dans les moments où ça paraît être un peu le désespoir. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es vraiment dans le dur, quand tu es dans une situation où tout a l'air coincé dans tous les sens, mais il faut absolument que tu scores, quoi. Ouais. Et en fait, c'est ça qu'on va apprendre concernant les Spurs, et c'est peut-être ça qu'ils vont apprendre eux-mêmes de manière peut-être
difficile. On verra quel va être le parcours. Mais voilà, c'est identifier qui score, comment ils s'en sortent, quels sont les go-to moves à faire pour mettre le ballon dans le panier. Et c'est ça qu'ils vont devoir déterminer finalement dans leur parcours en playoff. C'est ce que leur inexpérience peut leur coûter, c'est-à-dire un match coup près où ils vont cafouiller une passe, cafouiller une action, pas trouver le bon tir, pas trouver la bonne action, faire des erreurs qui vont coûter un match, voire 2 matchs. Et en playoff, ça pardonne pas. Un match peut complètement renverser la tendance, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, probablement, peut-être pas face à un adversaire comme Portland, mais pour la suite, Non, oui. non, mais c'est pour ça. Portland, ça peut être un bon test là-dessus. Ah, c'est une C'est pour ça que, super entrée en matière ouais, pour, ouais, ouais. San Antonio. Je pense que le Portland va se battre fièrement face à San Antonio, et c'est une bonne chose pour les Spurs. Tout à fait. Voilà. Celtics face aux Sixers, les Sixers qui auraient pu être le parfait éventail de ces playoffs à l'Est. On en avait parlé beaucoup, toi et moi, pendant la saison. L'équipe qui a surpris tout le monde à l'entame de la régulière, alors que l'infirmerie était pleine dans le sillage de Tyrese Maxey et la révélation que fut le rookie Vijay Edgecombe. Avec Joel Embiid et Paul George, Philadelphie était en mesure de nous offrir un combat légendaire potentiellement au premier tour contre n'importe quel adversaire du top 3. Mais Joel Embiid, comme trop souvent au cours de sa carrière, a une nouvelle fois été victime d'un contretemps inattendu. Cette fois, c'est une crise d'appendicite qui est venue couper, doucher même les espoirs des Sixers de se dresser sur la route de Boston. Selon la presse américaine, il pourrait être éventuellement de retour pour le Game 4. Reste à voir où en sera la série à ce moment-là. C'est une nouvelle fois Tyrese Maxey qui va devoir aller puiser dans ses ressources pour essayer de gagner du temps en essayant de porter cette équipe, en attendant que son pivot puisse éventuellement revenir dans ce duel. S'il est encore à portée de main, ça se trouve, si tu es à 3-0, est-ce que tu fais revenir Joel Embiid? Potentiellement pas. En face, les Celtics entament des playoffs avec la possibilité de mettre en jambe, de se mettre en jambe, pardon, face à un adversaire diminué mais vaillant. Cette série peut servir à Jason Tatum et au reste de l'effectif à se lancer dans ces phases finales. Il y a une probabilité non négligeable qu'ils puissent s'imposer dans cette conférence Est. Je pense que cette probabilité n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. Ouais, Jaylen Brown, Derrick White, Peyton Pritchard, on sait qu'ils vont être au rendez-vous. Il faudra probablement observer comment Joe Mazzulla va gérer la rotation derrière Nemas Keita, Luka Garza et Nikola Vucevic, ayant tous deux des qualités et des défauts identifiés, notamment des limitations défensives qui seront à surveiller à mesure qu'ils vont passer des tours et que les adversaires en face seront en mesure de les exploiter. Les Sixers espèrent s'accrocher assez longtemps pour laisser Joel Embiid l'espoir de revenir. C'est très compliqué de savoir dans quel état il sera si jamais c'est le cas, et si son corps tiendra la distance, surtout. Voilà. Pour moi, les Celtics sont clairement les favoris. Je dis 4-1, parce que les Sixers ont surpris toute la saison. Donc je leur donne un match sur un malentendu. Mais voilà, 4-1, 4-0, je ne vois pas d'autre issue pour les Sixers face aux Celtics. Je pense qu'on a les mêmes notes, en fait, parce que déjà, on a le même prono, ensuite qu'on a les mêmes points d'interrogation, et notamment la rotation intérieure de Mazzulla. Vraiment, on a exactement les mêmes points d'observation. Écoute, bon, déjà, la dernière fois que ces deux équipes se sont jouées en play-off, c'était en 2023, et on avait eu une belle série en 7 matchs. Je sais pas si tu te rappelles le match 7 de Jason Tatum à plus de 50 points. C'était un bon souvenir pour lui, je pense. Je me souviens surtout du match 7 de James Harden. Mais... Oui, ah bah ça, évidemment. Pardon. Mais non, écoute, voilà, évidemment, la première question pour Philly, c'est Joel Embiid. On connaît la situation, tu l'as exposé. Match 4, effectivement, on peut déjà se demander où en sera la série à ce moment-là.
Sa présence, elle est indispensable si les Sixers veulent semer le doute dans la tête des hommes de Mazzulla. On l'a bien vu en saison régulière, sa présence, elle change énormément de choses pour cette équipe. Alors oui, Il change tout. Tyrese Maxey fait une superbe saison. Oui, Paul George est bien revenu. Oui, Edgecombe est un super rookie, mais quand Embiid est là, son impact offensif offre infiniment plus de solutions. Il améliore beaucoup l'efficacité de l'attaque des Sixers. Bon, voilà, sans lui, bon, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir avec lui, sans lui, ça me semble très compliqué d'imaginer Boston se rater dans cette série. Ils reviennent de trop loin, en fait. Ils ont vécu une saison où ils ont défié les attentes de quasiment tout le monde. On a quasiment le sentiment que le scénario est parfait avec ce retour de Tatum dans un timing presque idéal. Alors certes, ils ont des joueurs dans la rotation qui ont peu d'expérience des playoffs, mais les cadres de cet effectif que sont Brown, Tatum, White, Pritchard, même un mec comme Sam Hauser, tous ces gars-là Bien connaissent sûr. parfaitement le contexte, ils connaissent le chemin qui mène au titre, et j'ai aucun doute qu'ils sauront encadrer les éléments les moins expérimentés du groupe. Bon, j'ai hâte de voir Tatum. Il est évidemment pas à 100% et il le sera sûrement pas sur cette campagne de playoff, mais il a quand même Ouais. montré des choses intéressantes depuis son retour. Récemment, il a aussi prouvé qu'il était capable d'enchaîner des gros temps de jeu. Il a eu plusieurs matchs où il a flirté avec les 40 minutes sur le parquet. C'est quand même pas rien pour un mec qui a connu cette blessure-là. Moi, je pense qu'on peut avoir des matchs sympas. Je pense que les Sixers peuvent s'accrocher parce que, bah, tu l'as dit, ils l'ont fait toute la saison, même quand Hmm. c'était difficile, même sans Embiid, même sans Paul George. C'est une équipe qui se bat et je suis sûr qu'ils vont se battre. J'ai aucun doute là-dessus, mais je vois pas comment ça pourrait suffire. Edgecombe va découvrir les playoffs face à une très bonne défense. Tyrese Maxey aura trop de responsabilités. Alors, certes, il a déjà montré qu'il était capable d'être très performant en playoffs. Hein. Je me souviens de sa série face aux Knicks, c'était il y a 2 ans, je crois, où il est vraiment très très sérieux. Mais de là à imaginer que Philadelphie puisse poser des vrais problèmes à Boston, il y a une sacrée marge pour moi. Ouais, c'est le problème quand tu as un joueur comme ça qui est censé tout faire, c'est que la défense adverse va forcément, c'est le premier joueur qui vont aller. Surtout une défense aussi euh, intelligente que celle de Boston. voilà, exactement. Ils vont aller serrer la vis de Tyrese Maxey et laisser voir qui ailleurs va pouvoir faire quelque chose. Alors il y a Paul George qui est là, VJ Edgecombe, on verra bien ce que ça donnera. On peut C'est pas pas, juste d'avoir des attentes sur VJ Edgecombe. voilà, C'est pas juste, c'est, quoi. tu fais pas ça si tu as des vraies ambitions. Moi, je me dis que si Joel Embiid avait été présent et à peu près en jambes, ça aurait été un vrai problème pour Boston. Parce que entre Keita, Garza, enfin, je veux dire, la ligne de pivot d'intérieur côté Celtics, il n'y a personne pour arrêter Joel Non, Embiid. il y a personne. Ouais. Et ça aurait pu vite devenir extrêmement compliqué. Euh, donc, Ça aurait changé ton prono sur le vainqueur de la série? non. Mais on va dire que les Sixers, tout d'un coup, il y aurait quand même eu une. Étant donné que Jason Tatum revient de blessure, et ça, je ne l'oublierai pas, enfin, on peut pas le nier dans ce duel, c'est pareil. Lui, je pense qu'il va avoir des phases où il y a des matchs où il va être très bon, et il y a des matchs, ça va être très dur pour lui de ne pas passer à côté. Je pense que physiquement, ça va être compliqué, Ouais. même mentalement, ça va être compliqué. Donc, donc voilà. Et très sincèrement, il y aurait eu quelque part, je pense que ça aurait été 6 ou 7 si Joel Embiid avait été en jambes. Et quand je dis en jambes, ça veut dire avec quelques matchs sous les pieds, sous le pied avec des performances quoi, tu vois. Ouais, ouais. Ou le fait de se dire bon, on peut le voir comme quand il est revenu de blessure à un moment dans la saison là, où le gars il revient et tout d'un coup il tourne à 28 points, 12 rebonds, de comptes par match, comme s'il était jamais parti quoi. Là, aujourd'hui, enfin, voilà, on se retrouve avec une incertitude totale sur quand est-ce qu'il va revenir, dans quel état il va revenir et à quel niveau de désespoir seront les Sixers quand il va revenir. Ce qui n'est pas souhaitable quand tu reviens de blessure, que tu sois déjà le pied au plancher absolument en train de jouer ta survie. Ouais, après, tu vois, il revient d'une opération à l'appendicite. Hein. C'est pas non plus comme s'il revenait d'un problème musculaire ou, tu Non, vois, non, bien sûr, bien il y a sûr, pas bien d'histoire de sûr. risque sur son retour a priori. Bien sûr.
Mais en termes de conditions physiques et tout Ouais, ça, ouais. c'est débarquer en pleine série de playoffs, ça reste quand même Ouais, non, pas anodin, quoi. ça, c'est bien sûr, ça sera pas facile de reprendre le rythme. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que les Sixers sont pas dans une situation où ils vont se dire, ah bah, on est Ouais. déjà mené 3-0, on va pas le faire revenir au risque qu'il aggrave la blessure. Il y a pas de blessure à aggraver, là. Et puis au-delà de ça, voilà, rien que le fait que Joel Embiid soit là, ça ouvre le jeu pour tout le monde à côté, parce que Tu m'étonnes. qu'il soit ultra efficace ou pas, ça reste un mec de 2,15 m et de 120-25 kilos que tu es obligé de prendre en considération sur le terrain. Tu es obligé de dire, bon, bah attends, ce gars-là, on va pas le laisser faire, quoi. Tout à fait. Euh, et donc, ça prive les Sixers de tellement d'options, de tellement de choses que voilà, c'est désespérant. C'est vraiment désespérant. Cette équipe de Sixers elle est- depuis les années maintenant, j'ai arrêté de croire que ça peut bien se passer. Je t'avouerai que j'ai arrêté d'avoir des attentes les concernant. Ouais, non, mais je comprends et je rejoins ton pronostic, hein. Moi, j'ai Boston en 5 aussi. Je pense que Boston peut tout à fait perdre un match sur une soirée sans en termes d'adresse. Mais sauf un retour de Joel Embiid en très très grande forme, tu vois, Ouais. si effectivement il se pointe dans la série après 4 matchs et qu'à ce moment-là, enfin s'il est là pour le quatrième match et qu'à ce moment-là il y a 2-1 dans la série, peut-être qu'ils peuvent prendre plus d'un match, c'est pas Ouais. impossible, mais voilà, j'ai du mal à imaginer qu'ils puissent vraiment faire mieux que ça. Ça voudrait dire que Tyrese Maxey nous a fait un match légendaire, quoi. Et ça, c'est pas impossible. Tyrese Maxey, c'est vraiment un joueur. Je suis. C'est Paul George qui va faire un match légendaire. Ah, regarde-moi ça, là, ça y est, là, le fanboy, là. Et alors, et toi, t'es pas un fanboy sur Maxi, peut-être? Mais bien sûr que si. Mais absolument que si, j'assume totalement. Ah, Mais, et il a quand mais même toi, quelques belles références Maxi, aussi, hein. Maxi, c'est l'avenir. Toi, tu regardes dans le rétroviseur Eh bah oui, moi en, je suis un en, pen- nostalgique, qu'est-ce que en tu veux? pensant Je que, m'approche de la quarantaine, je me rappelle de l'époque où j'avais des cheveux, c'était super. en pensant que Paul George. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Ouais, carrément. Tu vas C'est voir que pas. c'est Grimes finalement qui va nous sortir un match de mutant. C'est ça. Exactement. On verra bien ce que ça donnera. Mais ouais, donc on est d'accord sur ce truc-là. Les Pistons face à Orlando. Alors qu'on avait perdu tout espoir de voir le Magic redresser la tête, voilà que l'équipe coachée par Jamal Mosley s'est réveillée au meilleur moment face à Charlotte, qu'ils ont martyrisé physiquement dans une large victoire la nuit dernière pour arracher cette 8e place de la conférence Est et le droit d'affronter les Pistons au premier tour. Le face-à-face physique entre ces deux formations s'annonce intense. Bah, tu vois, les nostalgiques des années 90, là, ceux qui aimaient bien les luttes à mort là, dans les années 2000, tout début 2000, fin 90, vont peut-être en avoir pour leur argent, on verra bien. Si Orlando poursuit sur sa lancée, qu'est-ce qu'on en sait après tout? Cette équipe d'Orlando nous prend en contre-pied absolument à chaque moment de la saison. Et c'est bien ça le problème avec cette équipe, parce qu'elle a débuté avec de vraies ambitions avant de décevoir encore et encore, euh, en étant certes pas du tout aidé par les blessures à répétition, ce qui est presque une tradition annuelle désormais à Orlando, avec un tel niveau de poisse. N'empêche que face aux Hornets, on a vu ce dont cette équipe était capable, avec un collectif qui prend forme sur le terrain. Défensivement, ils ont totalement annihilé les Hornets, qui, je le rappelle, figuraient parmi les équipes les plus redoutables de cette fin de saison régulière, des deux côtés du terrain. Orlando les a fait passer pour des amateurs. LaMelo Ball a été rongé par la frustration. Il était incapable de déployer son jeu sur le périmètre, complètement serré par Jalen Suggs. Canuple était très loin de son statut de favori pour le rookie de l'année. Charles Lee paraissait incapable de trouver les solutions sur le banc. À plein régime, le Magic est redoutable. Et le fait qu'il n'ait quasiment jamais été au complet cette saison les rend imprévisibles d'une certaine façon. Qui est vraiment cette équipe? Franz Wagner est-il en mesure d'élever son niveau de jeu, lui qui est encore en train de retrouver ses sensations? Idem pour Anthony Black. Est-ce que on peut le revoir au niveau qu'il a affiché pendant plusieurs semaines en saison régulière? Détail amusant, le Magic possède un problème d'adresse au tir qui a plombé leur saison, en plus d'une défense à peine passable qui n'était pas capable de compenser cette incapacité à mettre le ballon dans le panier. En face, les Pistons possèdent la deuxième meilleure défense de la ligue et ont terminé la saison à la 9e place offensivement, malgré l'absence de Kate Cunningham pour terminer la régulière.
Mieux encore, ils étaient premiers de la ligue en adresse à 3 points sur les 10 derniers matchs. C'était à plus de 42%, il me semble. Alors que c'était une des grosses questions concernant cette équipe, et ça reste une question qu'on se pose dans ces playoffs. Est-ce qu'ils sont capables de planter les tirs longue distance sur une campagne de playoffs? En tout cas, les fans, si tu te réfères sur les 10 derniers matchs de la régulière, tu es plutôt content, et ça sera absolument indispensable pour nourrir les ambitions de cette équipe. En playoff, le jeu ralentit, les défenses sont plus agressives, le jeu sur demi-terrain devient la clé ultime pour toute équipe qui envisage d'aller le plus loin possible. À l'heure actuelle, je n'ai aucune confiance en Orlando pour avoir une attaque digne de confiance face aux Pistons. S'ils parviennent à forcer des balles perdues, à scorer en contre-attaque, peut-être qu'ils peuvent faire transpirer Détroit, mais j'ai du mal à voir les Pistons cafouiller à ce point leur jeu alors qu'ils sont au complet et qu'ils possèdent toutes les armes pour contrer les atouts du Magic. La série peut se révéler plus intéressante qu'on aurait pu s'y attendre, mais pour moi, je vois les Pistons s'imposer en 5 rencontres. Ouais, bah écoute, oui, effectivement, Orlando, c'est peut-être la seule équipe où, quand on voit l'effectif sur le papier, on se dit, ah bah c'est peut-être une équipe qui, en sortant du play-in, peut poser des problèmes. C'est même une équipe que beaucoup de gens, voire quasiment tout le monde en fait, considérait avant le début de la régulière comme une équipe candidate au top 4. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, les voir affronter Détroit au premier tour, c'est pas forcément le scénario qu'on aurait pu imaginer. Et Orlando, on l'a dit, répété, répété, c'est une des équipes les plus frustrantes de la saison. Et en fait, moi, ce qui me gêne avec Orlando, avant même de rentrer dans l'analyse des forces et des faiblesses, c'est que en fait, j'ai tellement la sensation que ce groupe ne croit pas en son coach que j'arrive pas à imaginer un scénario où tout à coup ça se met à cliquer. En fait, on sait qu'il y a au moins des dissensions entre Banchero et Mosley, à quel point ça peut avoir un impact, à quel point, tu vois, si les 2 premiers matchs se passent mal, par exemple, tout ça peut partir complètement en vrille. Est-ce qu'ils peuvent pas complètement perdre pied, retomber dans leur travers? Et puis globalement, c'est un truc dont on a déjà parlé les années précédentes. Moi, j'ai du mal à croire qu'une équipe qui a été en galère quasiment toute la saison puisse du jour au lendemain trouver la clé et se remettre à l'endroit. L'espèce de théorie du playoff mode où on a juste à appuyer sur un interrupteur et hop, tout à coup le switch se fait, j'y crois pas, ça C'est n'existe surtout une pas. équipe qui n'a jamais rien démontré de Voilà, quoi que ce soit en exactement. playoff. Enfin, je veux dire, Exactement. Tu vois, ces il n'y a dernières pas de années, passif, quoi. c'est des discussions qu'on avait notamment à propos de Miami, qui était capable de, en playoff, complètement se transfigurer. Je crois pas une seconde qu'Orlando puisse faire la même chose, surtout que ils ont jamais montré cette saison le visage d'une équipe capable d'aller poser des grosses difficultés au cadre de la ligue, et surtout leur galère au shoot. Enfin, j'arrive pas à y croire. Euh, je, je, je sais pas à quel point la victoire face à Charlotte est un trompe-l'œil. Oui, ils ont sorti une des meilleures perfs de la saison au meilleur moment. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'ils sont capables de reproduire ça, de défendre à ce niveau-là sur plusieurs matchs, d'avoir cette intensité-là sur une série complète? Je sais pas. Je, bon, voilà, moi, côté Détroit, c'est ce que j'ai déjà dit à la fin de la saison régulière. J'attends beaucoup de cette première série de playoffs parce que je veux que Détroit montre le visage d'un patron. Ils ont dominé la conférence Est sans pour autant convaincre pleinement tous les observateurs du fait qu'en configuration playoff, ils allaient être les meilleurs. Et même nous, encore aujourd'hui, tu vois, on vient de parler de Boston. Et on a dit que Boston était quand même sur le chemin royal pour même remporter la conférence Est. Et moi, je veux qu'à l'issue de cette série de playoffs, on se dise, ok, Détroit c'est fort, Détroit c'est solide, Détroit c'est les patrons à l'Est, et c'est eux qui sont, c'est aux autres de venir les chercher, c'est aux autres de prouver qu'ils sont supérieurs à eux. Je veux qu'ils répondent aux doutes qu'on a pu avoir sur leur shoot extérieur, qui s'est énormément amélioré sur la fin de saison régulière, comme tu l'as dit. Je veux qu'ils confirment leur capacité à trouver des solutions à la création au relais de Kate Cunningham, parce qu'ils ont progressé offensivement au fil de la saison. L'absence de Cade sur la fin de régulière a permis au coaching staff de trouver de nouvelles certitudes. Il y a eu une vraie progression sur beaucoup d'aspects. Jalen Duren est monté en puissance. Et moi, j'ai envie de les voir continuer comme ça. Et je pense que défensivement, ils ont tout pour étouffer Orlando, qui souffre d'un vrai gros manque de créativité, qui a constaté toute la saison les difficultés d'un Paolo Banchero qui est trop peu efficace, les doutes qu'il y a autour de sa complémentarité avec Franz Wagner. Voilà, je peux pas croire aujourd'hui qu'Orlando va du jour au lendemain devenir l'équipe qu'on attendait qu'il soit tout au long de la régulière. Ils n'ont pas été à un seul moment de la saison quasiment. Donc voilà, je suis d'accord avec ton pronostic. Moi, j'ai Détroit en 5 matchs et j'arrive pas à imaginer cette équipe d'Orlando faire mieux. Peut-être qu'ils peuvent prendre 2 matchs, mais franchement, s'ils prennent 2 matchs, bah, je serais déçu pour Détroit. Ouais, tu veux dire que ça en dirait plus sur Détroit que Ouais, sur sur les Orlando. limites de Détroit que sur Orlando, ouais, tout à fait. De toute façon, Détroit,
eux aussi, ils sont pas extraordinaires dans le jeu à demi-terrain. Non. Et c'est ça qui Mais peut ils ont poser Kate Cunningham. problème. Mais ils ont Kate Cunningham. Et quand tu vois, je crois qu'ils étaient 16e en points inscrits sur demi-terrain selon Cleaning the Glass sur l'ensemble de la saison. Et les équipes qui ont réussi à aller loin, à se hisser en finale notamment, par le passé, qui ont eu un classement aussi bas, à chaque fois, ils avaient, voilà, c'était le hit de 2023 avec Jimmy Butler qui nous a fait des playoffs sortis de la réalité du monde. C'était les Lakers 2020, mais tu avais LeBron James dans l'équipe. Voilà, un mec qui augmente de facto le niveau de tout le monde en playoff. Et puis tu avais Anthony Davis qui s'était transformé en Steph Curry le temps d'une campagne de playoff dans la bulle à Orlando. T'as les Cavaliers en 2007, c'était pareil, équipe avec LeBron James, et les Pistons en 2005, où c'était pour le coup une saison particulière parce que leur plus gros rival, qui étaient les Pacers, avait eu la quasi-totalité de leur équipe suspendue. Enfin, Ron Artest était suspendu, Stephen Jackson et Jermaine O'Neal avaient quasiment pas joué de la saison, donc voilà. Et Dwayne Wade s'était blessé à un moment dans les playoffs en finale de conférence ou un truc comme ça, ou demi-finale de conférence. Je sais plus côté ce qu'ils ont rencontré le Heat, mais voilà, il y avait des circonstances particulières, quoi. Donc on verra ce qu'on va être capable de faire les Pistons. Je pense pas qu'Orlando ait les moyens de les mettre en danger par rapport à ce qu'on a vu en régulière du côté des Pistons. Je suis complètement d'accord avec toi. Si les Pistons venaient à dévisser face au Magic, effectivement, ça serait décevant, ça serait plus décevant du côté de Détroit que de dire ah dis donc Orlando c'est fou ce qu'ils sont en train de faire quoi. Ouais. Je pense que je réagirais plus comme ça effectivement. Maintenant c'est ce que je disais dans l'intro, c'est que on n'a quasiment jamais vu cette équipe du Magic en vérité. Je crois qu'ils ont joué, attends j'ai noté ça, ils ont joué 182 minutes. Le 5 Suggs, Desmond Bain, Wagner, Banchero et Wendell Carter Jr. 182 minutes sur la saison. C'est une blague. Et ils ont remporté. Hein. Ils sont à plus 11,6 points toutes les 100 possessions quand ces 5-là sont sur le terrain. Sachant que Franz Wagner est en train de monter en régime. Il a quasiment pas joué de la saison. Ouais, il n'est pas à son meilleur niveau encore. Non, pas du tout. Anthony Black, c'est pareil. Paolo Banchero, il a fait un match dégueulasse face à Philadelphie. Il a fait un match extrêmement solide face à Charlotte. C'est ça, c'est Paolo Banchero dans le parfait résumé. Exactement Le mec, ça. c'est les montagnes russes, quoi. Il va être à 7 sur 24 une rencontre, et puis tout d'un coup, il va être là à 9 sur 12 et en train de dunker sur la tronche de tout le monde, et tu sais pas pourquoi. Donc, et tant qu'il n'y a pas cette constance du côté de Banchero, bon, on sait à quel point cette équipe du Magic a besoin qu'il soit constant justement dans sa production. D'autant plus avec Wagner qui a vécu une saison extrêmement touchée par les blessures. Donc je sais pas trop quoi penser par rapport à ça. La défense du Magic, voilà, c'est censé être leur point fort, ça ne leur a pas été de la saison. Mais encore une fois, on ne sait pas ce que cette équipe au complet est capable de faire véritablement, puisqu'on ne l'a jamais vu sur le terrain quasiment. Donc, je sais pas, elle me Ouais, file mais... des nœuds au crâne, cette équipe du Magic. Ouais, parce que, en Donc, fait, voilà, j'ai plus de certitude concernant les Pistons, et c'est pour ça que je fais ce pronostic. ouais, non, mais je suis d'accord. Et effectivement, oui, Orlando, il y a toujours ce fantasme de ce 5 est si performant quand ils jouent ensemble. Ok, mais il n'y a pas d'automatisme. Franz Wagner Ouais. n'est pas en forme. Et je veux dire, bon, voilà. Ça va être une série, ça va être une série où ça va tabasser en plus. Ça va être physique. Desmond Bane va finir par balancer des ballons sur tout le monde de toute façon si ça devient trop tendu. Donc, ouais, voilà, je comprends pas le fantasme, mais un peu cette espèce de mantra de ah mais Orlando, le 5 est tellement performant quand il joue, s'ils arrivent là dans cette série à rester en forme, ok, mais non, en fait, non, non. Si ils avaient eu un échantillon plus important dans la saison pour mettre les choses en place, pour développer des automatismes, pour prendre confiance, pourquoi pas, mais pas avec un échantillon aussi réduit, j'arrive pas à y croire. Ouais.
Il y a 2 points où Détroit va falloir vraiment faire attention, c'est les pertes de balles. Parce que perdre des ballons face à Orlando, c'est nourrir leur attaque, c'est faciliter leur attaque. Et ça, c'est à éviter. Et également les fautes, les problèmes de fautes. Je pense surtout, bah voilà, Jalen Durrell, Ken Cunningham. Va falloir éviter de se retrouver dans des positions où tu es face à des problèmes de faute. Voilà, pour moi, c'est 2 points où Détroit doit absolument faire gaffe. Effectivement, il y a ces deux éléments-là, et il y a aussi le fait de confirmer l'amélioration de l'adresse extérieure qu'on a constaté en fin de saison régulière. C'est absolument nécessaire si Détroit veut aller loin dans ses playoffs. Dans le cas contraire, ça sera pas forcément rédhibitoire face à Orlando, mais ça sera complètement rédhibitoire sur le fait d'avoir des ambitions dans la conférence Est. Ouais, complètement. De toute façon, ça a toujours été le point pour eux primordial. Défensivement, ils sont ultra solides. Au rebond, ils sont ultra solides. Il y a plein de choses qu'ils font extrêmement bien. S'ils rendent leur tir à 3 points, ils peuvent vraiment espérer les finales. Les finales, je pense que ça peut aller jusque-là, Détroit. Hein. C'est pas, Les c'est pas finales fou, NBA c'est ou pas la fou. finale de conférence? Non, finale NBA, ouais. Ok. Ah ouais, je pense ils sont tout à fait en mesure, dans cette conférence Est, ils sont tout à fait en mesure d'aller là-bas. S'ils concrétisent ce qu'ils ont produit toute la saison, moi je suis très confiant en eux. Écoute, moi, j'attends d'en voir plus avant d'être confiant sur une éventuelle opposition face aux Celtics ou aux Knicks. Hmm. Je pense que atteindre la finale à l'Est ne sera pas compliqué, ne sera pas si compliqué en tout cas, mais, mais Ça voilà, sera quoi? Ça j'attends d'en sera voir plus. Cleveland au prochain tour, Ouais, si ouais, c'est pour Cleveland ça que je dis ça. sort des Raptors. Hein. Tout à fait. Ouais. C'est pas mal comme parcours, franchement. Et les Pistons Ah bah, vaut mieux ça qu'être dans la sont partie bien basse du installés. tableau, Ah je suis bah d'accord. complètement, ouais. Je suis d'accord. On termine le podcast avec le Thunder face aux Suns. La défense du titre commence pour OKC, qui ambitionne de devenir la première équipe depuis la dynastie des Warriors à réaliser le back-to-back. Shai Gilgeous-Alexander, MVP en titre et favori à sa propre succession, pourrait devenir le premier joueur depuis LeBron James à être désigné MVP de la saison régulière et MVP des finales NBA 2 saisons consécutives si le Thunder venait à réaliser le doublé. Rappel, il y a 6 joueurs qui ont réussi ce double titre MVP des finales, à être 2 fois consécutivement MVP des finales. C'est Michael Jordan, LeBron James, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Hakeem Olajuwon et Kevin Durant. Joli groupe. Je pense que même le plus grand critique de Shai Gilgeous-Alexander, dont je fais partie, ne pourront rien dire s'il parvient à faire ça. Ça sera une sacrée réalisation. Pour le premier tour, c'est donc face aux Suns que les champions en titre se lancent dans ces phases finales. Accéder aux playoffs est déjà une victoire en soi pour Phoenix, que personne ne voyait à ce niveau de compétition en début de saison. Les hommes de Jordan Hott, qui est en course pour le trophée de coach de l'année, même si je pense que ça va être Bickerstaff. On n'a pas eu d'ailleurs les résultats de coach de l'année. C'est quand? C'est bientôt, je crois. Cette équipe de Phoenix n'a strictement rien à perdre, mais on se demande très sincèrement s'ils vont être en mesure de gagner quoi que ce soit, si ce n'est un sweep dans les prochains jours. On connaît les prouesses offensives de Devin Booker. Jalen Green a été magnifique face aux Warriors, même s'il est encore trop souvent irrégulier dans ses performances. Dillon Brooks ne reculera devant rien ni personne, on le sait. Il connaît les forces et les faiblesses de Shai Gilgeous-Alexander à la perfection, les deux joueurs évoluant ensemble au sein de la sélection nationale canadienne. Mon problème avec Phoenix, c'est que leur force de frappe se situe majoritairement sur le périmètre et que le Thunder se lèche déjà les babines à l'idée d'harceler, gêner, terroriser celui qui aura le ballon dans les mains au moment de franchir la ligne médiane. OKC a le personnel pour imposer une pression constante pendant 48 minutes sur tous les porteurs de ballon, quels qu'ils soient. Une contre-performance de Jalen Green, et on sait tous que ça va arriver. La question étant combien de fois il va passer au travers. Et les Suns seront déjà en train de suffoquer offensivement. Colin Gillespie, aussi bon a-t-il été cette saison, ou Goodwin, n'importe quel role player, n'ont probablement pas les moyens d'apporter la production offensive nécessaire sur l'ensemble de la série pour contrecarrer cette réalité et pallier aux éventuels manques. En face,
Le Thunder possède une des armes offensives les plus redoutables de l'histoire de la Ligue, en la personne de Shai Gilgeous-Alexander, qui, en plus d'être quasiment inarrêtable en attaque avec une efficacité historique, se révèle être encore plus redoutable dans le clutch. Euh, Admettons que Phoenix reste au contact, sachant que ils ont, j'ai regardé, la 4e pire attaque de la NBA dans le 4e quart-temps cette saison. Lol. La probabilité que Shai Gilgeous-Alexander arrache quand même la victoire est extrêmement élevée. Charlie, je dirais bravo aux Suns de s'être hissés jusqu'en playoff. Voilà, sympa. On va regarder d'un coin de l'œil ce sweep qui vous tend les bras. Et puis on se dit à la saison prochaine, Phoenix. Hein. Allez, Ouais, ciao. ouais, Bye. c'est... Écoute, au moins, ils auront eu l'honneur de se faire tordre en premier par OKC. Hein. Ouais. Tu te rappelles la saison dernière? Est-ce que tu te rappelles du premier match de playoff de la saison dernière de KC? Où ils sweep Memphis au premier tour et ils leur mettent 50 points dans la bouche au premier match. Plus de 50 points d'écart. Alors, je sais pas s'ils vont faire la même chose à Phoenix, mais écoute... je vais pas te dire que j'y crois, hein. Moi j'ai le même prono que toi, j'ai un sweep, j'ai pas trouvé les Suns particulièrement convaincants, même pas sur le play-in, et côté OKC, je pense vraiment qu'ils sont en configuration play-off après une saison régulière où ils ont eu des absents, où ils se sont contentés d'assurer l'avantage du parquet tout au long des playoffs. Alors ça peut paraître étonnant comme phrase, hein, de dire se contenter d'assurer l'avantage, mais faut pas oublier qu'à un moment, cette saison, OKC, on les pensait capables d'aller se frotter aux 73 victoires des Warriors de 2016. Finalement, ça n'a pas été le cas. Et là, les choses sérieuses commencent vraiment pour eux. Et je pense qu'ils ont vraiment une grosse marge sur une équipe comme Phoenix. À la limite, le seul petit élément où je peux me dire éventuellement les Suns pourraient prendre un match, c'est que bah, une des rares, j'allais dire faiblesses, mais c'est pas une des faiblesses, mais un des rares secteurs de défensif où OKC est pas ultra dominant, c'est la défense du tir à 3 points. En moyenne, cette saison, leur adversaire tire à 37% à 3 points, ce qui fait d'eux une équipe de bas de tableau dans ce domaine. Et en face, Phoenix, c'est une des équipes qui tire le plus à 3 points. Donc, peut-être que, tu vois, sur un soir, si Phoenix a un coup de chaud, si Jalen Green est dans la lignée de son match de l'année dernière face aux Warriors, si Devin Booker met dedans, enfin voilà, s'il se passe quelque chose à ce niveau-là, ils peuvent peut-être, sur un miracle, sur un malentendu, arracher arracher un match. On verra si les défenseurs des Suns, les Dion Brooks, Ryan Dunn, Jordan Goodwin, etc., sont capables de freiner Shai Gilgeous-Alexander, mais franchement, je vois pas comment c'est possible. Euh, je j'ai du mal à trouver des raisons pour Phoenix d'y croire. La défense globale du Thunder est trop solide, leur effectif est trop profond. Booker, sur ses dernières sorties, je l'ai vraiment pas trouvé incroyable du tout. Et j'ai un peu tendance à croire que si Phoenix va être performant, ils ont besoin d'un très très grand Booker. Voilà, à la limite, le vrai point d'intérêt pour moi dans cette série, je vais te dire, c'est probablement Jalen Williams. Il a connu une saison vraiment compliquée avec beaucoup d'absences, des doutes sur sa capacité à revenir en forme au bon moment. Moi, je suis persuadé que si OKC veut réaliser le doublé, ils auront besoin de lui. Donc, cette série peut lui permettre de monter en puissance, de retrouver ses marques. Donc, je vais regarder ça d'un œil particulier. Mais voilà, je serais très surpris si c'est pas un sweep. Ouais, il va pouvoir reposer ses ischios en attendant qui ont un peu posé problème en fin de saison, en attendant que les autres se dépatouillent. Ouais, mais est-ce qu'il Se a pas aussi besoin de dépatouillent. retrouver du rythme, tu vois, de retrouver... Si, peut-être, mais bon, en cas, Ah si non, mais se c'est sûr, passe ça ce va que être je un pense, arbitrage. Ouais. ils vont avoir du temps, le Thunder. Ça va être l'équipe la plus fraîche. Là, ils sont partis jusqu'en finale de conférence. C'est l'autoroute du bonheur, quoi, Tout à fait. pour le Thunder. C'est même plus des sparring partners qu'ils ont en face d'eux. Je sais Ah non, mais pas. je suis d'accord, hein, et ça peut paraître dur, mais il faut bien se rendre compte que là, OKC se prépare à un parcours de playoff où ils vont jouer ni Denver, ni Minnesota, Mm. ni San Antonio avant une éventuelle finale de conférence. C'est un truc de Mm. fou. Enfin, genre, c'est un truc de fou comme parcours. Et, C'est... et soit une équipe des Lakers qui, quand même, avec la probabilité de voir des joueurs se reblesser et puis qui est pas taillé pour battre le Thunder pour le coup, eux non plus. Non. Pareil, leur force vient du périmètre, donc c'est très compliqué face à OKC. Si tu n'existes pas à l'intérieur, c'est quasiment impossible de t'en sortir.
Et, euh, et Houston, j'en parle même pas, c'est pareil, il leur manque Steven Adams et Fred VanVleet, donc de toute façon, ça ne passera pas, ça ne passera jamais, cette histoire. Et effectivement, ça peut paraître extrêmement dur de dire ça, c'est pas du tout... Enfin, je dis ça sur un ton un peu moqueur, effectivement, quand je parle de Phoenix, mais je le pense sincèrement ce que j'ai dit. Phoenix, il faut les féliciter d'être arrivés là où ils en sont. C'est exceptionnel la saison qu'ils nous ont sorti. Euh, c'est clair. Ah non, mais tout à fait, ouais. C'est pas du tout une équipe qu'on attendait là, et c'est une Ouais. équipe qui a fait. C'est une des très bonnes surprises de cette saison, Phoenix, on va pas se mentir. C'est une équipe qui s'est réorganisée en plein vol après le départ de Kevin Durant. Effectivement, tu parlais de Devin Booker. Devin Booker, mais même s'il était au niveau de ce qu'on a pu le voir en playoff, je pense à cette série face à Denver, où lui et Kevin Durant, à l'époque, c'était en 2023 justement, en demi-finale, où lui et Kevin Durant, et Devin Booker, il marchait sur l'eau à ce moment-là, il mettait absolument tous les tirs qu'il balançait, tout rentrait. Même s'il avait ce niveau-là, je continuerais de dire que c'est un sweep pour OKC. Si Je leur tu me donnerais un mets, match, moi, je crois. si tu me fais copier-coller ce Devin Booker, je continue de mettre OKC. Je ne vois même pas comment c'est possible d'aller chercher un match. En fait, ce sont deux équipes qui sont totalement à l'opposé dans les playoffs, hein, dans les équipes qui sont qualifiées en playoffs. Ce sont deux équipes qui sont totalement. Il y en a une qui est qui a miraculeusement obtenu son ticket pour les playoffs, et de l'autre, comme tu disais, c'est une équipe on est parti sur de la dynastie, quoi. donc, euh, donc voilà, c'est la réalité. J'y peux rien. Et ça, franchement, ce que j'avais dit dans l'épisode précédent, j'aurais préféré que ce soit les Blazers face à OKC. Je pense que ça aurait été plus sympa. Et Phoenix Spurs, ça aurait pu être moins violent, on va dire. Mais là, Phoenix, non. Jalen Green, je pense que ça va être. Enfin, on verra bien, écoute, ça se trouve. Qu'il me fasse mentir. S'il te plaît, Jalen Green, fais-moi mentir. Fais-moi passer pour un branquignol qui Pour sait un pas ce qu'il hater. raconte. Voilà, pour un hater qui sait pas ce qu'il raconte. Franchement, je te remercierai du plus profond de mon cœur si tu arrives à faire ça, quoi. Parce Oui, que oui, bah oui. un gros sweep, c'est voilà. Potentiellement, il y a un monde où je regarde quasiment pas les matchs du Thunder et des Suns, quoi. Enfin, Ouais, je ouais, regarderai des ouais. résumés, tu vois. Enfin, mais je regarderai pas le match de A à Z, quoi. Parce que je sais pas s'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce truc-là. Et c'est ça qui me fait suer avec le Thunder, c'est que sur potentiellement les deux premiers tours, les informations qu'on va glaner sur cette équipe vont être, ça va pas être de très bonne qualité, quoi. Ah, On je sais va, pas, moi, en fait, je pense que, en fait, je suis d'accord, genre, on va rien découvrir de révolutionnaire, mais on va voir à quel point bah, Jalen Williams est revenu en forme, à quel point tous les mecs qui ont été oui, oui, blessés oui, pendant la oui. saison sont en bonne forme, à quel point un mec comme Adjei Mitchell peut tirer un peu parti, enfin, prendre une place plus importante dans la rotation par rapport à la saison dernière, l'intégration d'un mec comme Jaren McCain en playoff, ce que ça apporte, etc. Non, mais voilà, tu vois, il y a quand Oh même la il y a quand vache. même deux, trois trucs à regarder. Mais effectivement, c'est deux, trois trucs qui vont vraiment dans le sens de, bah, ok, ici est tellement au-dessus de Phoenix et tellement Hmm. au-dessus du vainqueur de la série Lakers-Houston, quel que soit le vainqueur, ok, ici est tellement au-dessus que, bah, ouais, rendez-vous en finale de conférence, les gars, hein. Et il y a un mec dont on parle pas dans OKC parce qu'on est toujours concentré sur Chucky Alexander à juste titre, ou pour des mauvaises raisons sur Ludort, ou parce qu'il est blessé tout le temps et qu'on se demande ce que ça va donner Jalen Williams. Mais il y a un mec qui secrètement à OKC fait une saison absolument mortelle, c'est Chet Holmgren. Oui, ah bah, ouais, ouais, bah, Et je voudrais juste faire un petit clin d'œil à cette histoire, à ce récit de Chet Holmgren qui continue sa progression, qui est jeune, et qui dans son rôle qui est le sien à OKC, son rôle est primordial dans les résultats. Alors, il est pareil, lui, il va et vient, et parfois il est blessé et tout, mais c'est un joueur, quand il est là, ça change beaucoup de choses du côté du Thunder. Et franchement, son évolution entre la saison passée et cette saison,
C'est un énième témoignage de la qualité de cette franchise pour développer ces jeunes, pour créer l'environnement idéal pour qu'ils progressent et que ça grandisse et que ça atteigne son niveau, quoi. Et lui, franchement, c'est un joueur tellement important dans l'histoire. Et je pense que d'ici comment dire, les finales de conférence et éventuellement les finales et le titre, c'est encore un gars qui, si ça se passe bien pour OKC, il sera central dans l'histoire. J'en suis persuadé. Ouais, Je prends, je suis je tout à prends fait pas d'accord. beaucoup de risques en disant ça, hein, soyons clairs. Non, mais c'est clair qu'il fait une magnifique saison. Et si Wembanyama n'existait pas, il aurait très probablement le titre de défenseur de l'année. Hmm. Et c'est bien de le voir. En fait, j'ai hâte de voir sa campagne de playoff à lui aussi. Ouais, On je verra, suis tu vois, d'accord. s'il est capable de faire un peu ce qu'a fait Jalen Williams la saison dernière, où vraiment cette campagne de playoff l'a propulsé dans une dimension encore supérieure. Ouais, parce qu'il faut jamais oublier que cette équipe du Thunder, même quand Shai Gilgeous-Alexander ne joue pas, ça reste une équipe extrêmement solide. Et aussi parce que défensivement, c'était le cas l'an dernier, c'est encore le cas aujourd'hui, elle est historique, cette équipe, défensivement. C'est un mur Un rouleau quasiment compresseur, ouais, voilà, un mur quasiment infranchissable où la seule petite lueur d'espoir que tu peux avoir si tu souhaites que le Thunder se prenne les pieds dans le tapis, c'est le fait que certains role-players, notamment Ludort ou Caruso, des joueurs comme ça, n'ont pas affiché ont vu leur adresse à 3 points baisser. On va dire que l'adresse extérieure du Thunder, c'est son petit talon d'Achille, tu vois. C'est là où si tu arrives à les bloquer à l'intérieur, à éviter de faire des fautes systématiquement sur Shai Gilgeous-Alexander et à le forcer à faire la passe pour les tirs extérieurs et que les tirs extérieurs ne rentrent pas, peut-être que tu as une chance. C'est ouais. ça l'histoire On pour lance une pièce OKC. en l'air, une prière, et allez hop. C'est-à-dire que le nombre de cases qu'il faut que tu coches pour espérer les mettre dans une position où c'est pas confortable, et je parle bien de les mettre dans une position inconfortable. Parce qu'après, derrière ça, même si voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, même si tu restes accroché au wagon, dans les 2 dernières minutes de la rencontre, il va falloir que tu te farcisses Shai Gilgeous-Alexander qui shoot à 60% partout sur le terrain, quoi. Qui te fait des step back à 3 points, qui va provoquer des fautes, qui a 90% de lancer franc. Enfin bref, mec, il est insupportable, quoi. De talent, je veux dire. Donc voilà, ça va être coton de les sortir. Ça va Ok, être oui. très, très, très coton. Merci, Charlie. Bah écoute, avec plaisir, hein, vivement que ça commence. Bah ouais, ça commence là ce soir. Yes. C'est cool, le numéro va sortir. Alors là, toutes les previews qu'on a faites, c'est pour les matchs de demain. Donc voilà, c'est l'épisode qui va avoir la durée de vie la plus courte de la saison, je crois. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine. Reste à voir quand est-ce qu'on se retrouve. Peut-être mardi matin, peut-être mardi dans l'après-midi. On verra bien un petit peu en fonction de comment ça se passe les premiers matchs. Enjoy le début de ces playoffs. À mon avis, ça va être mortel. Allez, ciao.